En République démocratique du Congo, il existe d'une part des personnes très riches, d'autre part celles qui sont très pauvres. La classe moyenne est quasi inexistante et pourtant un pays qui aspire à son développement social doit militer pour la mise en place de cette classe intermédiaire. Qu'est-ce que la classe moyenne? Comment créer effectivement cette classe? Est-ce que le pays a des atouts nécessaires pour y arriver? Avec nous sur ce plateau, professeur Mathias Bobakayembe, professeur d'économie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Ça fait un bon bout de temps, hein. Nous sommes heureux de vous revoir sur notre plateau. Merci beaucoup. On avait pris un peu de recul, mais on est toujours disponible. C'est pourquoi j'ai répondu à votre appel. Tout à fait. Alors, commençons par les concepts. C'est quoi une classe moyenne? Bon, comme vous l'avez dit, il y a dans chaque pays au moins 3 classes sociales. Il y a la classe des pauvres, on peut dire la classe des gens qui vivent avec $1 par jour, ou bien la classe des gens qui touchent $100 par mois, etc., $200, $500. On peut dire que c'est des pauvres. Il y a aussi à l'extrême la classe des riches. C'est des gens qui touchent par mois, disons, 3 500, 4 000 $, ou bien qui disposent de biens immobiliers ou d'autres biens pouvant être évalués à des centaines de milliers de dollars. Alors, au milieu, il y a la classe moyenne. C'est la classe des gens qui peuvent toucher, en ce qui concerne la RDC, entre 1500 2500 $. Donc c'est ça la classe moyenne, qui ont des salaires pas très bas, pas très hauts, mais des salaires, disons, suffisants pour leur faire prendre un rôle important dans la production et la consommation des biens dans le pays. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que notre pays puisse gober, absorber finalement, enterrer la classe moyenne nécessaire pour son développement? Bon, enterrer la classe moyenne, je ne pense pas, mais je crois que le pays devrait faire des efforts pour promouvoir cette classe-là. Peut-être que ces efforts n'ont pas été faits suffisamment jusque-là. Ils ont quand même été faits, mais pas suffisamment. C'est ainsi que on a quand même quelques membres de cette classe. Si on s'en tient à la situation telle qu'elle se passe sur le terrain, on voit des gens qui entrent dans des supermarchés, qui entrent dans des restaurants, des gens qui utilisent des cartes prépayées de manière plus ou moins suffisante, des gens qui ont des domestiques, qui ont des sentinelles, etc. Donc on peut dire que ces gens-là font partie de la classe moyenne, mais le pourcentage est minime. Dans certains pays, on trouve 20% de la population qui fait partie de la classe moyenne. Mais chez nous, ça ne fait même pas 1%. C'est moins d'1%. Donc, je crois que des efforts devraient être faits pour promouvoir cette classe et nous aurons le temps d'en parler. Alors, parce que vous parlez effort, quels sont les préalables, n'est-ce pas, pour effectivement arriver à créer une classe moyenne pour un pays? Bon, la stratégie implique, disons, la contribution du secteur public, mais également la participation des acteurs du secteur privé, de la société civile. Parce que une classe moyenne, on a vu, même chez nous, les mamans qui s'en vont en Chine, qui font de grandes distances pour acheter des marchandises, acheter des tissus, venir les revendre ici. Et ils ont la volonté de faire partie de cette classe moyenne. Et il y en a effectivement, parmi ces mamans-là, qui font la Turquie, qui font la Chine, qui font Dubaï, il y en a effectivement qui sont dans cette classe moyenne. Donc, je crois que les conditions pour avoir cette classe moyenne, c'est d'avoir une race d'entrepreneurs. Il faut avoir des entrepreneurs. Parce que toucher, comme je l'ai dit, 1500, 2000, 2500 $,
il faut soit être soi-même entrepreneur, soit travailler dans une entreprise qui est compétitive, qui peut attribuer de tels salaires. À ce moment-là, on fait partie de la classe moyenne. Donc, je crois que c'est des efforts qui doivent être fournis dans un pays pour permettre aux gens de pouvoir exercer des activités productives dans ce pays-là. On en a toujours parlé et je crois que vous savez qu'il y a l'octroi de crédits, de financements, il y a l'amélioration des infrastructures énergétiques, routières et autres. Il y a, mais je crois que la chose la plus importante comme condition pour avoir la classe moyenne de la part des autorités, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Avoir la sécurité juridique dans un pays, dans notre pays, c'est de protéger le cadre décisionnel. Vous savez, les hommes d'affaires prennent la décision sur base des lois qui existent. Il faut que le gouvernement puisse respecter ces lois qui existent. Il faut que le gouvernement puisse respecter les droits acquis par les hommes d'affaires. Dès que les hommes d'affaires se rendent compte que le gouvernement respecte les droits acquis, le gouvernement accompagne les hommes d'affaires vers le pousser de l'avant. Ils sont rassurés, ils s'installent, ils se mettent à faire le business et ça permet de pouvoir créer la classe moyenne. Nous sentons que vous chargez beaucoup l'État, et c'est vrai, c'est sa responsabilité, mais est-ce que la population, de son côté, a quelque chose à voir avec cette absence de la classe moyenne au pays? Bon, je charge l'État parce que je charge l'État de ses responsabilités parce que l'État est là pour diriger. Hein, il est là pour diriger, il est là pour arranger les choses dans le pays. C'est lui qui doit mettre en place des stratégies. Mais je crois aussi que je n'ai pas éludé cette question. La responsabilité de la population, elle est immense. Il faut avoir une population qui est laborieuse, qui veut travailler. Et on voit à Kinshasa ici, comme à l'intérieur, comme à Lubumbashi, des jeunes gens qui se mettent au coin de la rue, qui vendent des cartes prépayées, qui vendent des ampoules ou des choses. On voit qu'il y en a qui cherchent à se débrouiller. Il faut avoir cette volonté-là de s'élever, de quitter la médiocrité, quitter la pauvreté pour s'élever, absolument. Et je crois que c'est permis à tout le monde. Tout le monde. Ou bien vous dites, ah, moi je suis pauvre, je suis né dans une famille pauvre. Nous tous, on est nés dans des familles pauvres. Mais on a fait l'effort nécessaire pour essayer de nous élever. Vous dites, je suis né dans une famille pauvre, je ne peux rien faire, je vais rester là comme ça. Non, il faut chercher à se débrouiller. Et c'est ce que je vois beaucoup de jeunes gens faire. Mais alors, quand vous cherchez à vous débrouiller comme ça, il faut que ces efforts soient capitalisés par le pouvoir public pour vous pousser de l'avant. Parce que c'est ça le rôle du pouvoir public. Parce qu'il est intéressant pour le pouvoir public d'avoir une classe moyenne. Alors, on en parlera par la suite, donc les conséquences notamment. Mais cette question, est-ce que vous parlez des jeunes qui doivent se mettre au travail, qui doivent se réveiller, qui doivent quitter la médiocrité, et la procrastination et tout ça? Est-ce que ces jeunes que nous voyons derrière les leaders politiques, dans les partis politiques, en dessous des manguiers, dans les mouvements de marche et autres, est-ce que nous pouvons dire que les partis politiques en soi, les formations politiques au pays, ont une grande part de responsabilité parce qu'ils maintiennent ces jeunes au sol? Bon, la politique n'est pas une mauvaise chose. La politique, c'est aussi une bonne chose. Mais vous avez raison de dire que parfois, beaucoup de jeunes se trompent de chemin. Hein? Le chemin qui peut les conduire à la prospérité, c'est le chemin de pouvoir faire des affaires. Chercher à faire des affaires. Ce n'est pas nécessairement d'aller dans des partis politiques. Parce que, bon, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans les partis politiques? Rien. Mais je crois que ce sont des hommes, des Congolais qui ont cette aspiration aussi de savoir comment la politique se passe dans leur pays et qui peuvent faire la politique. Mais je crois également que on peut faire la politique quand on a déjà produit quelque chose. On produit quelque chose et puis en même temps
peut-être en soirée, on va faire la politique. Mais si on fait la politique comme une église, comme dans les églises, certaines églises de réveil, c'est de 6h à 18h à 21h qu'on est là à gober les paroles. Attendre les miracles, parfois. Attendre que les miracles viennent. Ces miracles ne viendront pas. La prospérité ne viendra pas. Ou bien la prospérité viendra pour le pasteur, mais elle ne viendra pas pour les croyants. La même chose dans la politique, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, moi j'ai toujours plaidé pour le business, pour les affaires, que les jeunes cherchent à faire des affaires, mais c'est difficile aussi à faire si on n'est pas encadré par les autorités. Il faut absolument que les autorités mettent en place une stratégie pour les encadrer. Alors parlons conséquences. Quelles sont les conséquences de manquer ou avoir une classe moyenne pour les pays? Bon, les conséquences d'avoir une classe moyenne, ce sont des gens qui créent des emplois, ce sont des gens qui payent des impôts, pas nécessairement des impôts directs, mais des impôts indirects. Quand ils vont dans des restaurants ou bien dans des supermarchés ou bien quand ils vont prendre la bière au coin de la rue, ils sont en train de payer l'impôt indirect, les droits d'accise, la TVA. Ils sont en train de payer sans le savoir parfois. Mais en créant des entreprises, s'ils ont des entreprises, mais ce n'est pas seulement des hommes, la plupart sont des femmes qui ont des entreprises aujourd'hui pour vendre en ligne, importer ceci et cela, vendre. En créant des entreprises, en même temps, ils créent des emplois. Donc, c'est des conséquences positives. Ils contribuent à la promotion des affaires dans le pays. Ils contribuent à l'accroissement des recettes fiscales de l'État. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est les conséquences positives. Maintenant, les conséquences négatives lorsqu'il y a absence de la classe moyenne dans un pays. Il n'y a pas suffisamment de recettes fiscales. L'État ne sait pas payer son personnel. L'État ne sait rien faire. Il ne peut pas répondre à ses charges vis-à-vis de la population. Et donc, il n'y a pas d'emploi, je l'ai dit. C'est vraiment catastrophique. Parce qu'on ne peut pas compter seulement sur les riches. Peut-être il y a 3, 4, 5 riches. Mais la classe moyenne, pour un pays de 80 millions d'habitants, ça peut être 20 millions d'habitants. Les 20 millions, leur effort à la contribution à l'assiette fiscale du pays peut être vraiment déterminant. Donc, je crois que on peut le faire. C'est des pays comme le Nigeria. Aujourd'hui, on compte le Dangote au Nigeria, mais Dangote n'existait pas. Il a fallu que le gouvernement fasse en sorte que Dangote existe. Donc, l'accompagner déjà, parce que j'ai vu, quand les chefs d'État, que ce soit français ou bien congolais, Joseph Kabila l'a fait, le président Tshisekedi le fait, quand ils voyagent avec des hommes d'affaires pour les introduire auprès d'autres hommes d'affaires, soit chinois, soit coréens, etc. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Comme on l'a toujours dit, dans les marchés publics, réserver une partie des marchés publics à des Congolais, à des locaux, pour leur permettre aussi d'avoir de l'argent et de pouvoir promouvoir les emplois à leur niveau, etc. Je crois que il y a des conséquences positives et intéressantes pour le pays. Il y a également des conséquences négatives. Bien sûr, on l'a dit aux émissions passées, qu'on a été remis par terre par les pillages. Aujourd'hui, même en Afrique du Sud, mais il y a eu des pillages dans certaines provinces. Ils ont été remis quand même par terre. C'est des milliards de dollars qu'ils ont perdus. Et pour refaire tout ça, ce n'est pas facile. Refaire tout ça, ça demande beaucoup de milliards de dollars que des pays du tiers-monde comme nous autres n'avons pas. Bon, mais quand on détruit, on doit toujours se disposer à refaire ce qu'on a détruit. Vous avez suivi certainement à travers les médias, comme tout le monde, les rapports de l'IGF dans plusieurs entreprises, des portefeuilles. Il y a toujours des squelettes dans les placards. Vous sentez que les détournements, la corruption, en tout cas, c'est devenu notre mode de vie. Est-ce que c'est une conséquence logique de l'absence
totale ou partielle, je ne sais pas à quel pourcentage, de la classe moyenne? Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'intention de voler, de détourner, de corrompre? Bon, moi-même, j'étais membre de l'IGF. Donc, j'ai fait ma carrière à l'IGF aussi. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait normal que je suive ce qui se passe à l'IGF. Mais je pense que ça n'a pas de rapport avec la classe moyenne. Les détournements. Ce n'est pas parce que ceux qui gèrent ont derrière eux une masse qui demande beaucoup, qui n'a pas de travail. C'est peut-être ça qui pousse les gens à voler. C'est possible. Mais c'est possible que ce soit la vie facile aussi. La recherche de la vie facile. Hein. Parce que ceux qui détournent sont des gens qui travaillent essentiellement pour l'État. Et la classe moyenne dont on a parlé ici, c'est une classe qui est tenue par le privé. La recherche de la vie facile. Mais je crois que c'est... J'ai bien suivi ça. Parce que j'enseigne les finances publiques. J'ai bien suivi comment ça s'est cassé. Vous savez que quand on était au départ dans la Deuxième République, même le président Mobutu lui-même, pour signer un document, il fallait que ce document de dépenses soit visé par un inspecteur de finances. Parce qu'il était ministre de la Défense, tous ces documents étaient visés par un inspecteur de finances. Et tous les ministres, pour signer un document de sortie de fonds, ce document doit être visé par un inspecteur de finances. Nous avons contribué à ça. Et qui a cassé ça? Bon, lui-même dans la Deuxième République, quand on a mis parti-État, le chef a décidé, personne ne peut contester et tout. Tout le système de finances publiques tel qu'il fonctionnait a été mis complètement par terre. Alors donc on a un problème de gestion. On est entré dans la gestion telle qu'elle existe dans tous les pays africains, hein, qu'elle existe au Maroc, en Tunisie, etc. Il y a la gestion, elle est là. Il y a une procédure, la dépense, et on a pris des libertés avec cette procédure. Parce qu'on fait des paiements en urgence. Mais ça, c'est une procédure qui n'a jamais existé dans les finances publiques. Hein? Que le ministre des Finances lui-même fasse des dépenses comme ça, qui n'ont aucune base, qui n'ont aucun rapport avec le budget voté par le Parlement. Les dépenses doivent avoir un rapport avec les crédits budgétaires votés par le Parlement et doivent commencer par le ministère du Budget et puis arriver aux finances pour être exécutés. Mais il y a aussi, dans la plupart des pays, que chaque ministre est responsable lui-même de ses dépenses. Mais ces dépenses doivent être contrôlées par soit l'IGF, soit par les services du budget. Donc on a un problème de gestion. Il faut refaire cette gestion pour arriver à mettre fin à Donc tant qu'on est dans ces libertinages où chacun, bon, dans son secteur, fait, il n'y a pas de contrôle, bon, on décaisse, on continuera à parler corruption, détournement. Certainement, certainement. Parce que ce que nous avons appris dans les finances publiques, c'est que l'argent est tentant. Celui qui a la possibilité d'accéder à l'argent de l'État, il a vraiment envie de le mettre dans sa poche. La tentation est grande. La tentation est vraiment forte. Tout à fait, professeur. Il veut aussi faire partie de la classe moyenne. Cette question d'un téléspectateur qui a été mise au parfum de cette émission, est-ce qu'il y a des critères universellement connus pour catégoriser les individus, pour savoir tel est pauvre, telle classe moyenne, tel est riche? Est-ce que les concepts classe moyenne aux USA par exemple, est-ce que USA, Afrique du Sud, Allemagne ou même Nigeria, et ça peut être les mêmes qu'ici chez nous au Congo-Kinshasa? Non, à mon avis, non, parce que comparaison n'est pas raison, hein. Les pays ne sont pas les mêmes, les salaires même qu'on attribue à des gens ne sont pas les mêmes. Bon, aux États-Unis, en France, etc., il y a des DG d'entreprises, même publiques, qui touchent $100 000 par mois. On doit aussi commencer par là. Avant de dire que quelqu'un a détourné, on doit commencer par donner de bons salaires aux gens qui ont de grandes responsabilités pour l'État. Si on leur donne seulement $2 000 ou $3 000 et ils gèrent des millions, voilà,
ça peut avoir comme conséquence. Mais il gère des millions pour 80 millions ou 100 millions de Congolais. Ils doivent consentir ses sacrifices. On doit lui donner un bon salaire. On doit lui donner un bon salaire. Donc les salaires dans ce pays-là et les salaires au Congo, ça n'a pas de commune mesure. Et quand moi j'ai dit $1 500 à $2 500, c'est la classe moyenne, c'est celui qui touche ce montant-là est dans la classe moyenne. Peut-être qu'en France, aux États-Unis, c'est un pauvre. C'est un pauvre, effectivement. Mais il y a déjà $1 500 ici chez nous, c'est peut-être pauvre. Parce qu'il faut louer son appartement à $600, il faut manger, il faut mettre du carburant dans son véhicule, etc. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on va économiser, épargner? Pas grand-chose. Donc, je crois que c'est vers ce montant-là, vers 1500, 2500, qu'on peut dire classe moyenne, mais ça varie selon le pays. Parce que le panier de la ménagère n'est pas le même. Ici, nous sommes un pays qui importe tout. Donc ça revient très cher. Les biens et services reviennent très chers dans notre pays. Donc le salaire plutôt n'a pas la même signification dans notre pays que dans d'autres pays. 1500, ça permet de faire beaucoup de choses, peut-être en France et ailleurs. Et ça ne permet pas de faire grand-chose dans notre pays, étant donné que nous importons et que nous n'avons pas de production locale au pays. Alors, puisqu'on y est, professeur, notre classe moyenne est quasi inexistante, moins d'1% à peu près. On a fait trop de discours, ça n'aboutit pas. Quelles sont des pistes concrètes que vous pouvez proposer au gouvernement, n'est-ce pas, pour que peut-être d'ici 10, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas, qu'on puisse recréer cette classe moyenne qui est importante pour la vie d'une nation? Bon, la piste, c'est de tout faire pour promouvoir les entreprises. Promouvoir les entreprises veut dire que il faut la sécurité juridique, il faut un bon climat des affaires, il faut des infrastructures. Mais je voulais insister sur la sécurité juridique parce que c'est elle qui rassure vraiment les hommes d'affaires. S'il y a respect des lois dans ce pays, en cas de conflit, si on donne raison à celui qui a raison, tort à celui qui a tort, au tribunal, au parquet, les gens vont se sentir rassurés. Si tout cela peut se faire aussi avec célérité, les gens vont se sentir rassurés. Et si le gouvernement montre qu'il est le protecteur de la population, protecteur des hommes d'affaires, ça va rassurer les gens. Ils vont se mettre à faire des affaires et on doit les suivre. On doit les suivre dans les affaires où ils vont, signer des accords avec des pays tiers pour que ces pays puissent protéger les nôtres partout où ils vont dans le monde et qu'ils fassent de bonnes affaires, gagnent de l'argent. Je crois que c'est la piste la plus importante pour créer une classe moyenne dans notre pays. Petite parenthèse pour juste 30 secondes, professeur, on a fini, on n'a plus assez de temps, on me fait signe. Vous avez suivi ces bras de fer entre le ministère de l'économie, opérateur économique par rapport au prix, c'est ce que vous appelez poulet ou les denrées alimentaires. Et l'autre bras de fer, c'est entre les transporteurs aériens et le ministère de l'économie. Est-ce que ça doit se passer comme ça? Est-ce que le gouvernement doit aller par les forcing pour peut-être, n'est-ce pas, stabiliser le prix des choses? Bon, je pense que le gouvernement n'est pas allé par le forcing. Moi, j'avais toujours souhaité, quand j'ai été interrogé par un de vos collègues sur cette question-là, j'avais souhaité qu'il y ait le partenariat, qu'il y ait la discussion franche entre les deux, que le gouvernement montre ce qu'il a comme élément pour réduire le prix, que les hommes d'affaires montrent aussi ce qu'ils ont comme élément et qu'ils puissent se rapprocher. Je pense qu'ils se sont rapprochés. Mais je crois que, effectivement, si vous allez aux États-Unis ou ailleurs, effectivement, les tarifs des avions sont très bas quand même. Et pourquoi ils sont bas? J'étais aux États-Unis, j'allais en Caroline du Nord, et il y avait 50 avions qui se suivaient là pour décoller sur une piste de l'intérieur. 50 avions qui se suivaient. Donc il y a une demande très très forte de billets d'avion.
qui fait que finalement, dans ces demandes-là, les prix peuvent baisser, la compagnie d'aviation va se retrouver. Et s'il y a 20 personnes qui prennent part dans un avion à 100 $, là, ils vont tomber en faillite. Donc, le problème n'est pas du tout résolu. Le problème n'est pas résolu. Il faut absolument qu'ils continuent à travailler pour relancer les affaires. Merci beaucoup, professeur Mathias Bobakaïmé, toujours disponible pour répondre à nos questions et aider la population et les gouvernants aussi surtout. Il faudra créer cette classe moyenne. Vous avez donné la piste. On vous a suivi. Merci d'avoir été les nôtres. Merci, Crispin. Merci à vous. Interview revient encore dans pas longtemps. Restez branchés sur Télé 50.